Hugues Chardonnay, nous sommes à Briançon le 15 septembre 2025. Hugues, merci de me recevoir dans ce lieu magnifique, très apaisant. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure puisque ça fait partie d'un des pôles de ta vie. Mais traditionnellement, on recommence là maintenant la série des portraits montagnards, après une petite interruption de l'été pour tout le monde. Et dans cette série de vidéos, on commence traditionnellement par une question inattendue. Alors pourquoi inattendue? Simplement parce qu'elle a été posée par la dernière personne que j'ai rencontrée, qui posait une question à quelqu'un qui ne connaissait pas. Moi d'ailleurs à l'époque je ne savais pas non plus à qui ça s'adresserait. Donc voilà, c'est inattendu. Parfois ça tombe juste, parfois c'est surprenant. Et on va voir tout de suite. Donc c'est Jean-Marc Passeron, le précédent. Je pense qu'une question importante, c'est est-ce que selon vous, aujourd'hui, les Hautes-Alpes sont en retard, comme on l'a souvent considéré, ou ne sont-elles pas finalement plutôt en avance? Voilà. Alors, vaste sujet. Alors, merci pour cette question d'une profondeur insondable. Oui, c'est un sujet de philo. Hein. De philo, de politique, d'économie et d'humanisme aussi. Parce que les Hautes-Alpes, ça dépend ce qu'on considère dans les Hautes-Alpes aussi. Parce que est-ce qu'on veut considérer uniquement le territoire? Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces... Je vais simplement dire deux, trois petites choses. Avoir du retard ou pas de retard, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc soyons clairs, pour moi, retard par rapport à qui et par rapport à quoi et sur quel thème. Et je pense que très très souvent, dans un contexte de performance où on veut absolument être le meilleur, le premier, celui qui gagne le plus d'argent, parce que aujourd'hui les territoires se comparent sur ces critères-là, eh bien, pour moi, c'est pas un critère. C'est absolument pas un critère. Donc je pense que les Hautes-Alpes sont très très en avance par le capital de nature sauvage, naturelle, d'environnement sauvage naturel, accessible à tous en particulier. Et c'est pas un hasard si l'association 82 4000 Solidaires, dont on parlera tout à l'heure, est née dans les Hautes-Alpes et non pas dans d'autres territoires traditionnellement montrés comme étant des exemples de progrès, d'avance dans le développement. Et je crois qu'aujourd'hui on arrive à une découverte qui est fondamentale pour les générations futures, que probablement il y a des moments où moins c'est plus, et donc probablement que moins de développement industriel dans certains secteurs, c'est un gros avantage pour justement montrer la beauté de ces montagnes qu'on a sous les yeux en ce moment, dans cette magnifique journée. Donc merci pour cette question insolite. Et je pense que tu es en phase avec l'esprit dans lequel il a posé, puisque le moins c'est plus, c'était un petit peu son thème récurrent. Donc, oui, je ne savais pas. Voilà. Donc il sera certainement heureux d'entendre cette réponse. Je ne savais pas. Voilà. Alors, maintenant on va parler de toi, parce que c'est quand même le but de cette conversation qui n'est pas... un interview classique, qui n'est pas une garde à vue, là j'ai pas de moyens voilà. Donc c'est plutôt un échange, et un échange qui tourne autour de la montagne, puisque la montagne c'est quand même un des thèmes qui a guidé ton existence jusqu'ici et qui continue à la guider. Le mot guide, on reviendra dessus d'ailleurs. Mais avant de profiter de ces belles Hautes-Alpes et de la montagne en général, tu es né dans un pays, dans une région lointaine et plus urbaine. Hein? Oui, absolument. Alors je te le dis tout de suite, hors caméra, bien sûr. J'ai horreur de parler de moi. Donc je détournerai souvent pour parler d'autres. Mais bon, c'est pas grave, je suis là, j'ai accepté. Donc je vais en parler. Alors, effectivement, je suis comment dirais-je, originaire de la banlieue parisienne. Pas de la banlieue de Gap. Non, pas la banlieue de Gap, mais celle de Briançon. Une banlieue un petit peu plus lointaine de Briançon, donc, puisque je suis de la région parisienne, plus exactement du département de l'Essonne, où j'ai grandi jusqu'à l'âge adulte, enfin jusqu'à jeune adulte.
Voilà, donc effectivement, ça ne me prédisposait pas du tout à avoir un développement qui me soit offert grâce à la montagne, et cette passion qui est née lorsque j'ai découvert la montagne. Et justement, ce premier rapport à la montagne, cette découverte à la montagne, ça se passe comment? De ce point de vue-là, ce n'est pas du tout un cas original, parce qu'en fait, on s'aperçoit que très souvent, à part ceux qui naissent vraiment dans une vallée de montagne, dans une famille de gens qui pratiquent, comme on dit, la montagne, qui vont en montagne, 9 fois sur 10, la découverte de la montagne se passe comme moi j'ai eu la chance de l'avoir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous aime bien, qui dit bah, tiens, je vais te faire découvrir quelque chose de formidable. Et moi j'ai eu cette chance-là, c'est absolument incroyable, puisque quand j'étais en maternelle, dans ma classe, il y avait un garçon dont les parents avaient un très beau chalet dans la vallée de Chamonix, un chalet qui s'appelle Rencontre. C'est déjà une bonne première étape. Un couple extrêmement généreux et très très ouvert, où il y a eu vraiment des rencontres incroyables dans leur chalet, parce que c'est un chalet qui est resté longtemps très très ouvert, très accueillant. Voilà, la question de l'accueil était centrale pour eux. Et donc j'ai eu la chance de venir avec leur fils tout gamin, quand j'avais pas 10 ans, et ça a été pour moi un éblouissement. Et en particulier, la première fois que je suis allé en haute montagne, parce que j'ai eu la chance qu'avec des amis de ce couple, à l'époque on avait cette liberté-là d'emmener un tout jeune en montagne. Et voilà, donc ça a été un des grands cadeaux de ma vie, de découvrir la montagne, parce que ça m'a... Mais c'était pas des professionnels, c'était pas du tout. Des gens qui avaient partagé. C'était des amateurs. D'ailleurs, la première personne qui m'a guidé, on a été faire une course très classique qui est bien connue à Chamonix. On est allé faire l'aiguille du Tour, qui est au pied, juste à côté du Chardonnay. On part d'un refuge très tôt le matin, il faisait nuit. Moi j'étais tout gamino, donc j'étais avec cet homme était un prêtre, il est décédé maintenant, mais qui aimait bien, qui était un bon alpiniste et qui aimait bien partager comme ça. Et moi j'ai été tellement ému quand on est arrivé au col supérieur du Tour, avec le soleil, juste au moment où le soleil s'est levé, sur le glacier du Trian, ces couleurs orangées dans cet univers. On ne sait plus si on est au pôle sud, au pôle nord, mais c'est une émotion tellement, ça a été une émotion tellement forte pour moi que même quand j'en parle encore, ça me touche énormément et j'ai envie, depuis j'ai toujours envie de le partager avec d'autres, de faire découvrir la même émotion que ça m'a procuré. Et on est allé au sommet, on est revenu bien sûr, et depuis, eh bien, c'était comme une sorte de passion. Une passion, parfois, une passion, ça peut rendre fou. Alors j'espère que je ne suis pas trop fou, ou juste ce qu'il faut. Voilà. Alors oui, d'abord, plutôt émotion, passion, plutôt que performance sportive. Parce que ça se décline aussi de cette façon-là, la haute montagne, pour un certain nombre de personnes. Alors c'est toujours... c'est une réalité, je pense, qui est liée à la nature humaine, qu'on a besoin de se comparer. Alors, on ne va pas faire la philosophie sur ce sujet qui est très important, mais simplement être soi-même, vraiment se découvrir, nous oblige à nous comparer à ce que font les autres. Et puis, de fait, quand on est un jeune adolescent, particulièrement, on a besoin de faire sa place dans l'univers dans lequel on est, quel qu'il soit. Et donc, on est de toute façon amené à se comparer et avec plus ou moins de bonheur, à essayer de briller, surtout quand on est adolescent. Donc c'est là qu'intervient je suis allé plus haut, plus loin, plus vite. Donc la compétition, elle venait comme ça, assez naturellement. Mais néanmoins, il y a des personnes qui ont des penchants plus forts, évidemment, pour se mesurer comme ça, et d'autres plus à la contemplation. Voilà, donc en alpinisme, il y a des exemples célèbres que tous les alpinistes connaissent, mais on connaît Ruskin qui était capable de passer une journée entière assis sur un caillou
simplement à regarder. Voilà, donc, et ça a les moyens d'aller bien sûr, bien sûr, oui, il a fait d'ailleurs des très bonnes choses. Parce que contempler, ça ne veut pas dire ne pas être capable d'y aller. Est-ce qu'on peut contempler, par exemple, moi, un de mes immenses bonheurs en montagne, c'est de s'arrêter au sommet quand les conditions permettent et d'y passer la nuit. Parce que là, quand tu es au sommet de la Mèche, par exemple, et que tu as la chance d'avoir un temps qui te le permet, bien sûr, et de contempler à la fois le mouvement des astres, la lune le coucher de soleil, le lever de la lune, les étoiles qui te tournent au-dessus de la tête, et puis au lever du soleil, le ciel roué dans le givre, voilà. Et puis de repartir, c'est absolument incroyable. Moi j'ai juste un souvenir, pas au sommet de la Mèche, mais plus bas sur le glacier de la Girose, en hiver, un lever de soleil. C'est une image qui reste forcément. À la Girose, particulièrement, les couchers de soleil sont exceptionnels. Donc on peut conseiller à tout le monde d'aller faire un bivouac, même à côté du téléphérique. L'arrivée du téléphérique, et là, le coucher de soleil sur les glaciers du côté des Grandes Rousses, là, c'est exceptionnel. Voilà, donc, alors, les deux se mêlent, parce que bien sûr, il faut avoir un niveau d'escalade. Moi, du coup, dans ma jeunesse, étant dans l'Essonne, la forêt de Fontainebleau n'est pas bien loin, donc j'ai passé des milliers d'heures à faire des gammes, voilà, dans le rocher. Et à l'époque, on faisait du rocher, pas seulement pour la performance, on faisait le rocher dans l'esprit de se dire je me prépare à aller en montagne. Parce qu'on rêvait d'aller faire des sommets. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi le grimpeur qui veut que grimper et il n'y a pas forcément la dimension montagne. Toi, tu as toujours eu cette dimension montagne en tête. On était avec des grimpeurs, à Arlot, il y a toujours des grimpeurs. Ça permet de progresser, d'avoir un bon niveau. Quand on commence à rêver de faire de grandes courses, il faut être à l'aise dans s'entraîner. Et on n'avait pas, je veux dire, à rougir quand on arrivait à Chamonix, dans le rocher. On n'avait pas à rougir des locaux. D'ailleurs, on savait, vous voyez bien qu'on avait le niveau pour faire les courses qui correspondaient à nos rêves. Donc ça a été il n'y avait pas les glaciers à Fontainebleau, mais il y avait de quoi grimper. Voilà, pour grimper, on se débrouille pas mal. Alors, tout naturellement, ça t'a conduit plus tard au métier de guide, mais ça n'a pas commencé par ça. Parce que tu as fait un peu autre chose avant de faire guide. Moi, je pense que quand on est un gamin de banlieue comme ça, d'une famille modeste, qui n'a jamais fait ses gammes, on va dire, et qui n'a pas la culture transmise dans le cocon, on va dire, l'intimité d'une famille, il y a une espèce de complexe. Moi, j'avais ce complexe très fortement, je l'ai même encore un peu, est-ce que c'est possible de faire, on peut dire ça comme ça, est-ce que j'ai ma place dans l'environnement de montagne, dans le milieu montagnard, est-ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est juste, et donc très très longtemps, moi, j'ai fait mon parcours socio-professionnel, voilà, donc à la fois des actions associatives et professionnelles comme médecin, et puis j'avais tous mes loisirs, enfin très souvent dans mes loisirs, j'emmenais des gens en montagne, je faisais de la montagne, avec dans un petit coin de ma tête, j'aimerais être guide, voilà, ça donnerait une légitimité à la fois à ma passion et au fait que j'aime bien le partager, le transmettre, être en montagne avec d'autres, le faire découvrir. Et ça, c'est très drôle parce que quand on est venu s'installer dans les Hautes-Alpes, pas pour la montagne bien sûr, pour la montagne, et donc je travaillais entre autres au secours en montagne comme médecin, et à ce moment-là, j'ai côtoyé beaucoup d'alpinistes et de gens, de guides, et un jour, je confiais à un ami guide avec qui j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller en montagne, qui est un alpiniste qui pour moi était une icône vivante, en l'occurrence c'est Christophe Moulin, un alpin, et Christophe, un jour je lui confie ça, je lui dis, tu sais, un de mes rêves c'est de gamin, c'est que j'aimerais bien aller au guide, mais je pense pas que ce soit justifié, je suis déjà médecin, voilà. Bon, je me trouvais des excuses. Et là, Christophe, qui a beaucoup de spontanéité, mais s'est foutu de moi en rigolant, il m'a dit mais t'es con, un rêve de gosse, quand on a les moyens, faut le réaliser. Et du coup, effectivement, je suis allé au guide comme ça, donc tardivement, très tardivement, puisque j'ai fini la formation
J'ai dû avoir un probatoire à 46 et finir à 49. Quoi. Ah oui, je suis quand même pas... Je suis un très vieux jeune guide. Un vieux jeune guide. Ouais, parce que donc tu avais ta carrière professionnelle qui était déjà bien engagée en étant médecin. Tout à fait. Oui, et puis je voulais pas comment dirais-je, empiéter sur les professions, le travail des jeunes guides qui avaient besoin de nourrir leur famille, etc. Et donc moi je voulais pas leur faire concurrence, mais j'ai très vite vu que c'était tout à fait possible. Et je ne regrette pas du tout, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie qui m'a amené justement à élargir encore la possibilité de partager les splendeurs de la montagne et le choc de la découverte de la montagne qui est un cadeau de développement personnel pour d'autres. Voilà, ça a été... Parce que souvent, les gens qui font du secours en montagne, je pense au PGHM ou au CRS, ont commencé à faire guide, une formation de guide avant de faire du secours. Toi, tu es arrivé au secours en montagne par la médecine. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens, je me suis laissé dire, qui sont au service des urgences à Briançon, qui ont choisi de venir là parce qu'il y avait du relief autour. Quoi. Oui, mais la médecine de montagne, j'en ai fait pratiquement dès les débuts de ma carrière, j'en ai fait toute ma carrière. À Paris, au laboratoire de recherche sur la physiologie de l'altitude, puis après à Chamonix, puis voilà, finalement après Briançon. Et donc, comment on passe de cette carrière de médecin, même si c'est très lié à la montagne, à celle de guide? Il y a une coupure ou ça se passe progressivement? Oh, c'est très progressif, bien sûr. Oui, c'est progressif. Enfin, la formation elle est exigeante. Il faut y être, il faut faire les stages, il faut être présent, il faut réussir. Mais après, j'ai exercé les deux en même temps. Et puis très très rapidement, comme je cherchais à ouvrir le partage de la montagne avec d'autres publics et je ne voulais pas faire trop de concurrence à mes jeunes collègues, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé l'association 84 000 solidaires. Voilà. Donc basé sur la montagne, mais une vision, on va dire, non commerciale de la montagne. Beaucoup plus social. On parle un peu de cette association, puisqu'on est ici dans ces locaux. Dans ces locaux, voilà. Ouais. Mais il faut savoir que, comment dirais-je, une pratique commerciale de la montagne n'est pas l'origine dans l'histoire de la montagne, hein, ça faut être clair. Hein. Les habitants des montagnes, il y a encore pas bien longtemps, c'était, comment dirais-je, une tradition rurale très rude, avec une collaboration, une solidarité entre habitants pour rendre vivable des conditions de vie qui étaient plus que rudes. C'était dans des situations à la limite de pauvreté, on va dire, où tout était... il fallait vraiment rien rater et il fallait s'entraider pour survivre, hein, que ce soit quand il fallait récolter, quand il fallait faire le pain, quand il y avait des catastrophes qui arrivaient. Bon, bref, donc ça, c'est quand même une époque qui est très très récente. Et l'idée que la montagne est un lieu d'enrichissement économique, c'est quand même extrêmement récent. Hein, je veux dire, c'est extrêmement récent. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait aujourd'hui une sensibilité, une redécouverte, on va dire, du fait que l'environnement naturel de montagne, c'est un environnement naturel, c'est surprenant, parce que il est un peu à l'opposé du fonctionnement de l'ensemble de la société. La montagne, elle est ouverte, elle est accueillante toute l'année, on ne peut pas la fermer, et il n'y a pas besoin de payer pour aller se promener dans la montagne. Oui. Ce qui peut être le cas dans certains pays, dans les parcs nationaux. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est une spécificité de la France. C'est important quand même de le savoir, puisque c'est la loi montagne qui interdit d'interdire la montagne. C'est quand même une originalité. C'est pas tous les pays qui ont raison de le dire. Parce que si on va dans un parc national aux États-Unis, on paye un ticket à l'entrée. Partout, il y en a beaucoup de gens. Et puis,
Il y a des zones même où on n'a pas le droit d'aller, c'est fermé, dans beaucoup de pays. Donc oui, parce que nous, en réserve intégrale, dans les écrins, on a un tout petit bout, quoi. Près du Vitel. Voilà, ça c'est fermé, c'est la science, projet scientifique, ça, c'est très particulier. Et donc ça c'est ce qui me touche beaucoup en montagne, et qui lui donne cette possibilité, j'ai envie de dire, quasi prophétique d'une société où on n'est plus uniquement dans une relation d'échange avec du donnant-donnant. Je veux bien partager avec toi, mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? Voilà, ça c'est comme ça que fonctionne la société, hein, et ça donne un équilibre. Je veux dire, c'est pas mauvais en soi, je veux dire, mais il y a mieux. Il y a mieux. Mais, côté partage, je te donne, tu me donnes. Dans ton association, que j'ai suivi un peu certaines activités. Ça c'est de l'échange. Ouais, il y a quand même, tu donnes et tu reçois aussi. Je reçois énormément. Ouais. Mais c'est d'une autre façon. C'est d'une autre façon. C'est pas commercial, mais c'est pas à sens unique non plus. Non, bien sûr que non. Mais c'est pas ça que tu cherches en premier. Voilà. Tu vois, tu t'assures pas au préalable avec un contrat, comme on a dans le commerce par exemple, que tu vas bien, en échange de ce que je vais te donner, tu vas me donner autre chose, et puis quelque part, je vais éventuellement perdre ce que je t'ai donné, je l'aurai plus. Tu vois, si je te vends 1 kilo de beurre, tu vas me donner des euros, le kilo de beurre, je l'aurai plus. Quoi, hein. Et les euros, tu n'auras plus. Voilà, les euros, c'est moi qui les aurai. Mais par contre, la montagne, ça ne marche pas comme ça. C'est comme dans le champ de la culture. Si tu veux, je te partage mon savoir-faire en montagne, je te fais découvrir. Et là, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, non seulement je n'ai pas perdu ma passion de la montagne, toi tu es gagné à cette passion, et en plus, effectivement, ce que j'obtiens en retour, donc là pour le coup, c'est pas des dollars, c'est une satisfaction humaine, d'une passion partagée. On a créé une relation humaine le plus équilibrée possible, qui va nous enrichir, mais d'une autre façon que des dollars, quoi. C'est des euros, pardon, bien sûr. Oui. Et ça, si tu veux, moi, c'est un long parcours dans le milieu associatif, en particulier avec le mouvement ATV Terre Monde, mais également dans le milieu du scoutisme, où la découverte forte que j'ai faite en même temps que je faisais de la montagne, c'était que finalement de rendre un service sans rien attendre en retour, tu t'aperçois que tu vas recevoir beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer, que de rester dans une relation qui te paraît équilibrée parce qu'elle est comptable. Ouais. Et ça, finalement, je dis pas que c'est un désert, hein, mais c'est court. C'est court. C'est très court. Court terme. Voilà. Et donc, ça n'a pas d'avenir obligatoirement. Et puis surtout, ça ferme l'environnement de vie, puisque si on ne vit que par des échanges, ça ferme l'environnement de vie à tous ceux qui ne sont pas en état d'échanger. Donc les gens par exemple qui sont gravement malades, ou bien des gens qui sont très très pauvres, qui n'ont pas de métier, qui sont malmenés, on pourrait dire, qui sont désavantagés, qui n'ont pas réussi à l'école, etc., qui se retrouvent sur le trottoir, donc qu'est-ce qu'on montre? Ils ne sont pas vivants, ceux-là non plus. Donc, alors que si on va partager ce qui fait, donc, par exemple, la montagne, ma passion, eh bien, on va grandir tous les deux, parce que la personne que je vais rencontrer, elle va me faire découvrir tous ces talents qui étaient inconnus, ignorés, et puis moi je vais lui faire découvrir par exemple la montagne. Et ça c'est ce qui m'a... ce renversement qu'on peut espérer un jour, si tu veux, pour moi c'est la découverte de se dire, c'est en partageant ce qu'on aime qu'il y a de l'avenir pour tout le monde. Ça c'est la vérité de l'évangile que j'ai découvert aussi en même temps que le scoutisme et qui a changé ma vie. Donc là, je ne cache pas que je suis, comment dirais-je, un disciple de Jésus-Christ, chrétien, comme on dit aujourd'hui. Et ça m'a aidé à construire quelque chose de plus équilibré. Et surtout, c'est ce qui a créé, alors on en revient à la question, comment est née l'association. Oui, parce que là, on a évoqué l'esprit vraiment de l'association, puis concrètement, c'est quelque chose qui existe avec des locaux, avec du personnel et une activité qui est quand même importante. Eh bien, en fait, au début, c'est un choc de l'ordre
d'une découverte étonnante, humainement de ma part, quand j'ai commencé à pratiquer le métier de guide. Donc heureusement que j'ai fait ce métier. Parce que... Et tout s'enchaîne en fait. Ben oui, c'est l'histoire toute une vie finalement, c'est sympa. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai commencé le métier, alors évidemment tu as une fierté, tu fais un métier qui est très bien reconnu. Ton bureau, je te dis pas, c'est le plus beau bureau du monde, enfin j'ai envie de dire, surtout quand on est à la montagne. Et puis, tu pratiques très vite avec, tu rencontres des gens, des clients, qui sont des gens dont tu es fier d'avoir une relation avec eux, parce que c'est souvent des gens très à l'aise, tu en croises en tous les cas beaucoup plus que dans ton environnement habituel, des personnes dont on est fier d'avoir le contact, parce que c'est des gens qui ont bien réussi, qui sont des gens exceptionnels souvent, et ça aussi tu en es fier, tu es content. Et ça, dans ma tête, ça a fait un tilt. Je me suis dit, mais c'est incroyable quoi. Cet environnement naturel, la haute montagne, qui moi, m'a tellement apporté, parce que ça m'a débrouillé, quoi. Ça m'a amené à ouvrir des portes, à ne pas avoir peur d'aller à droite, à gauche, et ça, quelque part, ça m'a décomplexé, et qui m'a mis en vie. Cet environnement naturel, eh bien, il est fermé pour des personnes qui n'ont pas la culture et les moyens. Parce que plus tu vas en altitude, c'est encore plus vrai donc en alpinisme que dans la vallée, on va dire, plus tu vas haut, plus c'est un environnement sociologiquement très classé, on va dire. C'est l'eau de la pyramide. Exactement. Et c'est pas voulu. Et c'est pas parce qu'il faut obligatoirement avoir fait Bac plus 28 et avoir un gros porte-monnaie pour aller au sommet des écrins. C'est pas ça du tout. Oui, le budget n'est pas forcément énorme, mais c'est culturel. Plus. Exactement. Le frein, il est culturel parce que la montagne, spontanément, on ne connaît pas. On ne connaît pas, donc on n'a pas raison d'y aller. Donc il faut avoir été invité par quelqu'un qui vous aime. Ou avoir fait une lecture qui révèle aussi. Oui, ça arrive aussi dans ça. Tu sais, moi je connais personne qui a découvert la montagne en disant oh là, ça a l'air super, je vais m'offrir un guide. Alors maintenant ça doit exister. Et moi j'en ai pas rencontré. Tous les gens que j'ai rencontrés, on les a un jour, on leur a un jour, quelqu'un qui les aime bien leur a dit un jour, viens, je vais te faire découvrir ça. Et la lecture, par exemple, de Premier de Cordée ou de tous ces, c'est venu parce qu'il y avait déjà un petit quelque chose d'attirance pour la montagne. Alors. En général, il y a quelqu'un qui te l'a donné en disant tiens, lis ça, tu vas voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a une amorce quelque part, puis derrière, après avoir lu, tu reviens vers la personne, tu lui dis Lyon, moi j'aimerais bien voir ça, elle est bien. Et ça commence un peu comme ça. Et donc, la personne qui est très pauvre, c'est une personne qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de relation. Et souvent, c'est ce qui se passe. C'est la solitude sociale des gens très désavantagés fait que c'est évident qu'ils ne seront jamais invités à venir faire de l'alpinisme. Il n'y a aucune chance. Et donc, en discutant avec tout jeune vieux guide que j'étais, en discutant avec des clients d'abord, et puis aussi des amis comme Christophe Moulin et d'autres guides, on s'est dit non mais c'est vrai, c'est cool quoi, c'est pas difficile, nous qu'est-ce qu'on sait faire? J'ai envie de dire, on sait rien faire, on sait faire que de la montagne. Mais par contre on sait bien faire. On s'est organisé un stage, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la montagne, mais on va aller comme on fait à la télé Carmonde, on va aller voir des personnes pour lesquelles on a l'impression que ça ne sera pas possible. Des gens qui n'ont jamais réussi, on va dire. Et donc on est allé en direction des personnes les plus désavantagées de la société, les plus pauvres sociologiquement, grâce à la télé Carmonde. Et on a fait les premiers stages de découverte d'alpinisme avec des gens qui vivaient dans la rue. Et ça a été, j'ai envie de dire, un éblouissement pour nous comme pour eux, quoi. Ouais. Et donc on a continué, et c'est comme ça qu'est née l'association 82 4000 Solidaires. Avec un nom que tout le monde ne comprend pas forcément. Oui, mais le nom dit quelque chose de fort, parce que c'est une petite tranche de culture de l'alpinisme. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a dans les Alpes 82 sommets qui officiellement dépassent la barre des 4000. Or,
tout alpiniste rêve de faire des beaux sommets, et entre autres, c'est des fois un rêve un peu secret, qui n'est pas verbalisé, on va dire, mais qui est très courant de beaucoup d'alpinistes d'aller faire La série complète. la série complète, exactement. Et donc, quand on est un alpiniste passionné, qu'on partage sa passion et que ta passion, elle devient un acte social fort, eh bien, c'est des montagnes qui deviennent solidaires les plus défavorisés. Et donc ça, c'est pour ça que le nom est devenu très très vite 82 4000 solidaires. Avec le mot solidaire qui recadre bien l'ensemble. Tout à fait, parce qu'on pourrait faire du 82 4000 pour un défi personnel, un défi, ou une association de groupe, ou un chrono, comme font les... Oui, c'est sûr. Oui, récemment, le record a été magistralement battu très récemment. C'est une autre façon de concevoir la montagne. Et les 4000, mais chacun c'est quelque chose. On a chacun notre place dans la société et il n'y a pas de... Mais c'est vrai que les chiffres ronds comme ça ont tendance à marquer. Ouais. Le randonneur, c'est quand il se fait son premier 3000, c'est quelque chose. L'alpiniste, c'est son premier 4000, quoi. Dans les Alpes. Dans les Alpes, oui. Parce que si on va un peu plus loin, on gagne 1000 mètres facilement. Facile, oui. Et toi, justement, ton premier 4000, alors quel souvenir tu en as? Alors, mon premier 4000, c'est ma première course qui m'a vraiment énormément marqué. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment avec du Tour, ça m'a beaucoup touché. Et le premier sommet, le premier 4000 que j'ai fait, en fait, c'est le Mont Blanc. Oui, fait le Mont Blanc. On pouvait pas faire mieux. Non, c'était une occasion qui s'est produite quand j'étais jeune, et on y est allé, c'était à l'automne d'ailleurs, et c'est un très beau souvenir. Hein. Le seul mauvais souvenir que j'ai de ce premier Mont Blanc, c'est que j'ai perdu mon couteau. C'était mon premier, un couteau que j'avais jamais perdu. Couteau fétiche. Tout simplement. Et il est redescendu, il est toujours après. Mais t'as eu l'occasion de retourner là-haut quand même. Oui, je suis allé pas mal de fois, mais les 4000 sont très beaux. Alors, moi, je ne les ai pas fait tous les 82. T'en restes combien? J'approche des 60, là, il m'en manque encore quelques-uns. Il m'en manque. Mais c'est vrai que parmi les jeunes que j'ai pu rencontrer qui ont participé à l'association, dont certains d'ailleurs sont devenus des ambassadeurs, voire des salariés, des gens qui sont très actifs, première réaction c'était de dire c'est super beau, qu'est-ce que c'est fatigant. Je me souviens d'une petite Marseillaise justement en ski de fond à Les Vaches qui était émerveillée mais qui disait c'est trop dur. Mais la montagne a ce talent incroyable de toujours, je crois pratiquement pas d'exception, produire un effet très positif en profondeur sur la personne. C'est-à-dire, quelque part, elle te donne une énergie, un dynamisme, elle te relève quelque part, elle te fait respirer, elle te met debout. On entend toujours des expressions incroyables. Et là, par exemple, la semaine dernière, il y avait un groupe qui était là de gens avec de grandes difficultés, on va dire à la fois personnelles et sociales. Et le stage, donc ils ont fait de l'escalade, de Via Ferrata, ils ont couché au refuge, ils sont sur le glacier. C'était un exploit. Il y en a un qui était un peu hospitalisé au milieu de la semaine tellement il était en forme. Et donc, à la fin, il y a une écoute de la parole de chacun des stagiaires, dans une condition très calme comme là où on est, pour entendre voilà, ce qui s'est passé, comment ils ont vécu ce séjour. Et on appelle ça l'université de la montagne solidaire. C'est parce que c'est l'université, parce que les mots qu'on entend nous font découvrir des aspects de la montagne auxquels on n'aurait même pas pensé. Et donc le responsable du groupe nous dit « Oh là là, je pense que ça va être difficile pour vous, hein, parce que ils ont eu du mal tous les jours, ça a été dur. » Voilà, lui, son ressenti, c'est ils en ont chié, je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer, quoi. Et là, le tour de table, mais d'une puissance de
comment dirais-je, positive, incroyable, avec des gens qui nous ont dit ah mais moi ça m'a réveillé. Un gars qui m'a dit ça, il dit moi ça m'a réveillé. Ah bon, ça t'a réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dormais. Non, en fait, tu vois, des mots d'une fraîcheur incroyable pour dire que, alors, grâce à l'environnement, bien sûr, tout à fait paisible, où là, il y a de la place aussi bien pour le silence et le repos et qu'on ne chronomètre rien. C'est l'éloge de la lenteur, on avance à la vitesse du plus lent et on prend notre temps, enfin, les encadrants et tout. Et donc, et bien, arriver à se dépasser. Imaginez, moi j'ai jamais, et toi tu entends des trucs, comment voulez-vous que je puisse imaginer que j'étais capable de monter au sommet de votre truc là, quand ils arrivent au pied de la Via Ferrata et puis qu'on dit on va là-haut. C'est là-haut. Ah non, mais c'est même pas la peine, je ne peux pas le faire. Et puis après ils se réveillent, effectivement ils sont au sommet. Et enfin, voilà, il s'est passé un petit miracle, et ça, la capacité transformatrice de la pratique de la montagne, d'une pratique bienveillante, pour la personne dans son quotidien. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que tu vis un moment extraordinaire, et que ce moment extraordinaire a une puissance transformatrice pour ce que j'ai à vivre dans mon quotidien. Et tu le ramènes après, ils sont plus pareils quand tu le ramènes chez toi. Mais nous ne sommes plus pareils quand on descend. Et moi, je l'ai constaté sur moi-même, tout le monde l'a constaté, quand on descend la montagne, quelque part, on y est encore quoi. Et on a récupéré, on a rechargé la pile, on pourrait dire, mais tu vois, on a récupéré quelque chose qui ne se mesure pas bien. Ce serait intéressant de faire travailler les anthropologues sur cette question très, très importante. Mais bon, c'est une réalité que à notre petite échelle associative, nous observons à chaque stage. Parce que bon, ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui viennent de là, il y a un gros choc quand même, à la fois culturel, à la fois du décor, il y a l'effort physique, l'effort intellectuel, parce qu'il n'y a pas que la beauté de la montagne qu'ils découvrent quand ils arrivent, ne serait-ce que le bruit. Moi, j'étais frappé d'avoir une personne venant de la région marseillaise, de Marseille même, qui découvre la montagne, c'était au Chenalier, et qui me dit « mais qu'est-ce que c'est bruyant ici ?» Bruyant? Oui, parce que ce n'est pas des sons qu'ils entendent habituellement. C'est un silence abrutissant. Il y avait un ruisseau qui coulait, et c'était autre chose que son existence, et c'est des images qui vont les marquer complètement, quoi. Et puis nous, ce qu'on entend comme préalable le plus difficile à la concrétisation de la venue, donc de la création du stage, il faut que les gens y viennent. Et bien, c'est des obstacles qui sont nombreux et souvent certains très puissants, parce que la montagne, vue de quelqu'un qui ignore complètement concrètement ce que c'est, alors qu'il suffit de se balader dedans, c'est pas si compliqué, mais bon, eh bien, ça fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Parce que malheureusement, pour 100% des Français, 90% des Français, la seule culture de la montagne, la haute montagne en particulier, que nous ayons, c'est une culture qui passe à travers soit les infos l'été avec les accidents de montagne, l'hiver avec les avalanches. Donc en montagne, on y va pour se tuer, bon, voilà, c'est sympa. Le deuxième éventuellement, par lequel on va en parler, c'est de temps en temps un exploit rare du genre quelqu'un qui est monté au sommet du Mont Blanc en 4 heures. Donc ça, évidemment, c'est pas pour moi. Il faut être un athlète de haut niveau. Moi, je suis obèse, je ne peux pas. Voilà. Et puis, en plus, il faut être un mec, parce qu'on ne parle que des mecs. Donc les femmes, déjà, la moitié de la population, elle se dit c'est pas concerné. Je ne suis pas concerné. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis, alors, autre aspect qui fait aussi très très peur, c'est des fois on voit des pubs où on voit un gars qui fait des trucs incroyables, qui saute des barres à ski, ça, puis hop, il montre, il met les fringues, machin, et on est très fiers de porter ces fringues. On n'a surtout pas envie d'aller en montagne parce qu'il faut être aussi fou que lui, c'est bon, bref. Ah oui, et en plus, le côté marque comme ça. Bien sûr, les marques font une image qui est très bonne sur le plan commercial, certainement, mais par contre, pour l'image de l'alpinisme et de la haute montagne, c'est désastreux. Parce que ça en rajoute une couche.
ça rajoute une couche sur le fait que c'est dangereux. Pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est repoussant, carrément. Et puis, le dernier point qui est un point important, souvent on croit que c'est le premier, mais non, c'est l'argent. Parce qu'il y a une image que ça coûte cher. Ça coûte très cher la montagne, donc ça coûte très cher. Donc, alors là, t'imagines, moi je suis une femme, j'ai pas d'argent, je suis pas sportive, et j'ai pas de sous, bon voilà. C'est pas pour moi. Et donc il y a toutes ces barrières qu'il faut franchir. Donc ça veut dire qu'il faut des gens qui, sur le terrain, hors montagne, arrivent à convaincre ces futurs clients. On a par exemple, j'ai parlé d'Atelier Carmonde, mais il y a beaucoup d'associations, c'est inimaginable le tissu associatif en France au service des personnes en difficulté. Les gens qui accueillent des gens de la rue le jour, la nuit, des gens malades, c'est extraordinaire. Donc, grâce à ces structures sociales qu'on va rencontrer, on peut être en contact direct avec des personnes dans la difficulté, et en particulier la difficulté économique, très grave. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va au-devant d'elle pour faire une vraie rencontre, qu'on appelle la rencontre préalable au stage. Et là, c'est déjà une magnifique journée de vacances. Parce que déjà, tu parles, imagine, tu vis dans la rue où les seuls contacts que tu as avec les structures sociales, c'est pour te dire on va vous donner à manger, ou on va vous aider à vous loger, on va vous trouver du travail, mais jamais on te dit et tu rêves de faire quoi, toi? Oui, le rêve, c'est le rêve, je peux partir. Et les vacances, comme moi, commence déjà par te trouver un boulot et un appart, et puis après on verra pour les vacances. Et donc, nous on arrive avec des photos de montagne, des photos de gens quelque part très cabossés qui leur ressemblent, qui nous ressemblent, mais qui leur ressemblent. Et là, il commence à se passer quelque chose. Et là, je dis, putain, mais j'ai envie d'y aller, moi, ça me fait envie. Moi aussi, je veux y aller dans la neige, voir et ça commence. Donc cette rencontre préalable, elle est là pour casser tous les a priori culturels de la montagne qui ne bénéficient pas, malheureusement, d'une image très positive. Mais ça veut dire qu'au départ, il a fallu aussi convaincre ces intermédiaires-là de jouer le jeu. Parce que ces gens intermédiaires, les gens des associations, bien sûr, parce que qui sont peut-être dans la même logique de penser la montagne, c'est pas pour moi. Donc il a fallu déjà passer cette étape-là. Cette étape-là, en fait, elle est franchie quasiment à tous les coups parce que il se trouve qu'il y a un des responsables de la sauce qui est alpiniste ou montagnard, qui tout de suite, quand on lui en parle, dit putain, mais oui, il fallait y penser plus tôt, c'est génial, on va faire ça. Ouais, donc, oui, et c'est en s'appuyant sur ces quelques personnes que ça peut diffuser. Sinon, c'est très très difficile. Ouais, c'est très très difficile. Si quelqu'un qui passe son temps à la mer, il aura du mal à comprendre qu'on va se mettre dans le froid, les avalanches, et des chutes de pierre avec la montagne qui s'éboule. Tu ne voulais pas quand même qu'on aille se tuer là-bas, quoi. Ouais, voilà. Ça fait vachement envie, la montagne. Et pourtant, la montagne, elle est pour tous. Ouais, voilà, c'est... Cette expérience, on a... Oui, parce que dans tout ce qu'on se raconte là, bon, il y a un super bouquin qui collecte tous ces témoignages. Qui en collecte quelques-uns, c'est effectivement cette expérience incroyable du partage de la montagne avec les personnes en grande difficulté. Eh bien, je veux dire, ça nous a tellement marqué que j'ai eu envie de raconter un peu dans un livre comment cette association est née. Parce que ça fait déjà quelques années. Curieuse idée, ben oui, on est dans la 12e année, je crois, ou 13e année, 3 et 2, 5, oui, 13e année, pour l'avoir rappelé, c'est très vieux. Et donc, on retrouve ça dans un petit livre de chez Glénat qui s'appelle « Des sommets sont à tous », qui donc effectivement qui dit de façon un peu provocatrice, les sommets sont à tous, tous ceux qui sont bien accompagnés. Oui, il faut bien être accompagné. Et justement, cette association, bon, quelque part, ça date déjà, mais elle est encore toute jeune, elle s'est développée quand même très rapidement. Il y a eu beaucoup de développement. Aujourd'hui, ça rayonne même, je me suis laissé dire, en dehors des Hautes-Alpes. Donc, comment ça s'est géré ce développement? Alors, je pense que si l'association fonctionne bien, c'est pas une grosse association quand même, mais effectivement, on a essayé dans les Pyrénées, dans les Alpes du Nord. Ce qui nous a donné de l'enthousiasme, il y a deux choses. C'est d'une part, immédiatement dès le départ,
qu'il y ait des personnalités de la montagne, des guides, des gens comment dirais-je, très bien reconnus dans le monde de la montagne et de l'alpinisme, qui nous ont dit ah mais ça c'est une bonne idée, moi je vais en être. Et donc on s'est retrouvé avec des guides, j'ai déjà parlé de Christophe, on ne peut pas parler de tout le monde, mais et puis des grandes entreprises de la montagne comme Paul Petzel qui nous a suivis tout de suite, et on s'est dit ah là c'est pas un sujet hors jeu ou hors champ où il y a de l'écho. C'est que ça a du sens. Et puis la deuxième chose qui nous a tout de suite impacté, c'est qu'il y a eu tout de suite des bénévoles qui sont venus, des gens qui ont compris l'idée que c'était un partage gratuit, c'est sans échange de dollars. Tous les participants au stage sont bénévoles pendant le stage, y compris le guide. Et donc, et ça nous a beaucoup touché de voir des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Ah oui. Au début, on s'est dit, on va voir que les copains, quoi, qui vont venir. Bien sûr, ça a marché. Mais tout de suite, des personnes, du Briançonnais d'ailleurs, qui sont venues se proposer, et ça continue. Ça, je pense que c'est ce qui nous a donné le culot de continuer et d'aller plus loin et de se dire, mais si ça marche dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas de raison, toutes les montagnes du monde, ça devrait marcher. Parce que des montagnes, il y en a partout, des montagnards solidaires, il y en a partout, et puis des gens en difficulté, il y en a partout aussi. Alors, des projets pour l'étranger, pour les prochaines montagnes, il faudra bien. Pour l'instant, il y a donc une délégation surtout en Haute-Savoie et une dans les Pyrénées. Et puis, ce qui est le contraste qu'on n'avait pas imaginé au départ, mais qui est une évidence, c'est que les stages, bien sûr, ils se passent en montagne, donc ils se passent dans les Alpes du Sud, dans les Alpes du Nord, dans les Pyrénées, mais les personnes en grande difficulté économique et dans la galère, elles sont surtout dans les villes. Oui. Ça, bien sûr, mais finalement, ils sont à côté de qui? Ils sont à côté de presque tous les alpinistes. Parce que les alpinistes, ils vivent dans les villes aussi. Oui. Et ben oui, c'est tout con, mais pas pensé. Il n'y a pas d'alpinistes montagnards. Ils n'habitent pas tous à voler ensemble. Alors, ça, les guides, ils savent bien ça, parce que leurs clients, ils viennent tous des grandes villes. Et donc, on s'est dit, ben voilà, il faut créer un mouvement, une animation associative qui va se passer dans les villes, qui va faire qu'on va se rencontrer des alpinistes solidaires avec des gens, grâce à des associations, des personnes dans la difficulté. Et ça, c'est les antennes qu'on appelle des délégations urbaines, délégations à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, voilà, qui font naître des projets de partage de la montagne. Et c'est comme ça que petit à petit, l'association grandit doucement. Avec, bon, on a parlé tout à l'heure de ce local où on est aujourd'hui, les écrins. L'écrin, avec capacité d'hébergement, d'accueil, d'équipement, puisque les gens viennent, ils ne sont pas forcément, pas du tout équipés. Voilà. Et c'est pareil, monter, quand on est une association, un tel projet, il faut du soutien, quoi. Oui, bien sûr. Ben, c'est vrai que quand on a eu cette proposition d'utiliser ce bâtiment pour faire l'accueil des personnes en situation de précarité pour des vacances, c'était ce qu'on cherchait, parce qu'il faut enraciner dans une réalité visible ce projet qui peut paraître un peu perché pour beaucoup de gens qui ne sont pas passionnés ni d'alpinisme ni intéressés à la pauvreté en France. Et la pauvreté, elle diminue pas en France en ce moment. Et donc, nous, on s'était dit, je pense que ça pourrait être un des vrais services que rendrait le territoire des Hautes-Alpes, dont on parlait d'ailleurs au tout début. Le territoire des Hautes-Alpes, il pourrait être en avance, pour le coup, dans cette idée qu'on n'a pas que à partager des finances par des dons ou de l'alimentaire, par le travail formidable que font toutes les associations pour nourrir, pour donner de l'alimentation dans les besoins, etc., mais que la dimension du loisir, le loisir, c'est quand même le moment essentiel de sa vie où on peut librement donner cours à ses choix personnels. Et donc c'est essentiel pour une personne. Sinon, qu'est-ce qui nous différencie d'un chien ou d'un cheval si c'est uniquement de se nourrir et de se loger, et de faire des petits, quoi.
Hein, donc, là, je pense que vraiment, il en est de la dignité la plus haute des personnes en grande difficulté. Il devient urgent de se poser cette question du loisir. Donc là, les Hautes-Alpes, on peut être à la pointe en disant on va proposer dans notre tourisme autre chose que simplement des produits qui s'adressent à des gens qui ont un bon pouvoir d'achat. C'est nécessaire pour fonctionner les machines, mais on ne va pas se contenter de ça. On va ouvrir un territoire de montagne, et 92 000 montre un petit chemin dans cette direction-là, parce qu'on a perdu quand même un peu l'habitude sociologiquement de faire des territoires de montagne, des lieux d'accueil pour découvrir sa capacité de développement personnel, sa capacité... Et ce local, il a fallu le trouver, l'aménager. Comment ça s'est passé? Mais là, concrètement, oui, alors, il a acquis ce local? Vous l'avez acheté? Vous l'avez construit? On n'est pas propriétaire. Donc il appartient au diocèse des Hautes-Alpes, donc le diocèse de Gap-Montbrin, qui était propriétaire. Ici, c'était une maison qui, au départ, faisait vivre religieusement tous les malades de la tuberculose. Donc ici, ils pouvaient aller prier, avoir les sacrements, enfin tout ce qui se fait dans une paroisse chrétienne, et donc catholique. Et là, donc ce bâtiment était un jachère, on va dire. Il n'y a plus beaucoup de tuberculeux. Non, mais il y a longtemps, bien sûr. Mais après, il y a eu un peu des malades encore, mais il n'y avait plus de raison d'être, on va dire. Du coup, le local était quasiment inutilisé, presque, hein, on peut dire ça. Et donc, c'est vrai qu'on est allé un peu militer en se disant les catholiques, ils vont être sensibles à cette réalité-là. Et c'est vrai qu'ils l'ont été, puisque je veux dire, l'Église catholique dont je fais partie, les chefs, l'évêque ont été sensibles à ça, puisqu'ils ont finalement, l'évêque a dit ok, on veut bien, vous avez un projet solide. Et donc, on s'est jeté à l'eau en se disant on va faire de cette maison un lieu qui soit beau, comme un chalet, comme tous les beaux chalets qu'on fait autour de Briançon, à Sainte-Chevalier, puis Saint-Vincent ou ailleurs, ou à Branchelet. Et donc on est allé voir les entreprises du Briançonnais. On leur a dit voilà, il y a ce projet-là, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous semble avoir du sens aujourd'hui de construire quelque chose de magnifique pour accueillir des gens qui n'ont pas les moyens de payer. C'est ce que vous savez pas. Et on a été extrêmement touchés d'entendre les quelques chefs d'entreprise qui étaient là nous dire mais attendez, ça va donner du sens à toute notre vie. Parce que nous, on construit des chalets tous les jours magnifiques, là, qui sont quand même pas très occupés. Des fois, on se pose des questions, quoi, je veux dire. C'est votre projet, on va suivre. Et effectivement, ils ont suivi. Et au-delà même de ce qu'on avait imaginé, des fondations parisiennes, des donateurs, vraiment, j'ai été extrêmement impressionné de la générosité de certaines personnes qu'on n'imaginerait même pas. Quoi, hein. Et donc, on a réuni, donc on a fait ce chantier qui permet un accueil simple, mais très confortable, dans des locaux qui sont beaux, propres, et qui sont très touchants, rien que par cette réalité-là, d'une qualité d'accueil dans les pays, dans les territoires de montagne. Et tous les stagiaires, toutes les personnes qui viennent ici sont, comment dirais-je, une espèce d'émotion très forte, avant même par la qualité du bâtiment. Et avant même de marcher, oui, exactement. Et donc ça, on a réussi, alors qu'on partait avec, on n'avait rien dans la caisse, hein, au départ, on a construit cette maison qui a coûté 1,5 million. Voilà. Alors ça va être presque le temps de conclure, donc je vais te proposer de répondre à une question que je n'ai pas posée. Tu aurais aimé que je te pose, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé que je te pose aussi comme question pour, à titre très personnel? Je sais que tu n'aimes pas parler forcément de toi, mais c'est le moment, ça va durer quelques minutes d'y aller. Des fois, on me demande qu'est-ce qui a été important dans ma vie et qui a fait que j'ai choisi médecine, par exemple. En y réfléchissant, parce qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question, je m'aperçois que ce qui a fait un peu l'axe
qui m'a conduit, qui m'a fait faire des choix qui m'ont finalement amené là où je suis aujourd'hui, c'est la notion du service, mais un service qui soit désintéressé. Et je pense qu'on a beaucoup à découvrir pour les générations futures, qu'il y a énormément à gagner à rendre service, à proposer un service, sans obligatoirement attendre quelque chose en retour. C'est un peu ce qu'on disait au début de notre entretien, mais je crois que ça c'est quelque chose qui a de l'avenir, qui a beaucoup d'avenir. Et justement, être diacre, puisque tu parlais tout à l'heure de ta relation avec la religion, c'est dans cet esprit-là. Alors, effectivement, parce que, bon, ça, sans faire le malin, diacre, c'est un mot grec, diakonos, qui veut dire service. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment. C'est pas un hasard, effectivement, tu as raison. Et si j'ai accepté, effectivement, de faire la formation et de faire le diacre, c'est parce que pour moi ça a un sens très très fort, c'est être chrétien, c'est être au service, c'est-à-dire que dans sa vie on est rendu service, hein. C'est intéressant de faire quelque chose n'est vraiment accompli que si ça a rendu service quelque part, tu vois ce que je veux dire, et pas obligatoirement un service qui donne, comment dirais-je, qui est de l'ordre de l'échange. Mais est-ce que, justement, dans ce cadre-là, la religion est indispensable, ou est-ce que quelqu'un qui est hors religion peut avoir ce même état d'esprit, à ton avis? J'en suis certain qu'il n'y a pas besoin de la religion. La religion, c'est une conscience par rapport à une source surnaturelle qui nous donne la capacité d'aimer, la capacité de se rendre service. Mais la capacité d'aimer et de se rendre service, elle est commune à toute comment dirais-je, à tous les hommes et toutes les femmes de la planète. Ça, c'est certain. Chacun l'exprime à sa façon. Exactement. Et il y en a qui l'expriment avec beaucoup plus de talent que bien des chrétiens. Alors, on remercie les chrétiens de pouvoir nous dire « Ah oui, mais ça, s'il est capable de faire ça, c'est parce que Dieu lui a donné cette capacité, et c'est bien, parce que ça fait grandir la famille humaine, et où ça permet de maintenir notre capital, planète Terre, en bon état, etc., etc. » Tu vois ce que je veux dire? Le service du bien commun. Et alors que les chrétiens nous disent oui, ça c'est Dieu qui lui a donné cette capacité, ben c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'ils font mieux ou plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je suis vraiment convaincu. Et à 84 000 solidaires, on en est un exemple parfait, parce que la capacité, les gens qui offrent généreusement de leur temps, de leur talent, de leur savoir-faire, de leur énergie pour tous les services qui sont nécessaires dans l'association, en montagne, mais aussi bien pour faire les comptes, pour faire le ménage ou changer les lits, eh bien, ça, c'est une expression d'une présence divine, on va dire, en toutes les personnes, sans qu'il y ait de religion, la plupart du temps. Ce n'est pas des gens religieux qu'on a retrouvés à la sortie de la messe. Hein. Oui, ce que je veux dire. C'est pas un critère d'entrée dans l'association. Absolument pas, au contraire. Non, surtout pas. Il n'y a pas de critères discriminants, ni politiques, ni ethniques, bien sûr, ni religieux. Et c'est très sympa de voir que donc, les stagiaires de toutes sortes de cultures et de religions, et les plus à l'aise souvent d'ailleurs avec le religieux, c'est pas les Français. Hein. Tu t'accueilles un Gambien ou un Afghan, l'Afghan il parle pas bien français, mais si c'est un Guinéen, il parle un peu français, il dit salut, toi t'es un dieu, toi t'as une religion. Oui, ils sont à l'aise avec ça. Lui il dit ah bah moi c'est Mahomet, je dis bah moi c'est Jésus. Et puis ça se passe bien. Puis on n'en parle plus à la limite, mais bah si, on peut en parler. Mais... Et donc oui, c'est différent la question du religieux qui malheureusement est souvent un sujet de tension. En tous les cas, à 84 000, ça n'en est pas un. Et je pense que ça, c'est l'avenir de l'humanité, d'être capable de se servir les uns les autres, de vivre ensemble, au-delà des cultures, parce que c'est des différences culturelles finalement, ça on peut en dire plus, hein, et sans se foutre sur la gueule, pour dire j'ai raison, c'est moi qui sais. Ouais, je te remercie bien pour ce partage qu'on a eu
autour de la montagne, mais pas que de la montagne, on a élargi un petit peu. Et maintenant, pour conclure, je te propose de poser une question pour la personne, un homme ou une femme, suivant, qui ne sait pas forcément, non, toi tu ne sais pas forcément à qui tu t'adresses, elle saura forcément à qui elle répond, mais pas forcément sur un thème qui la concerne directement. Bon, c'est un jeu qui est sympa, je vais jouer à ce jeu. Attends, voir. Je vais poser une question très facile, moi, hein, qui ne sera pas une question de philosophe. Donc je vais poser cette question extrêmement simple est-ce que pour vous, la découverte, que ce soit une découverte contemplative ou de pratique de l'environnement naturel sauvage de montagne, vous a aidé dans votre vie et de quelle façon? Résumé de toute notre conversation. Presque, non, pas tout à fait, presque. Bon, merci. Merci Michel. De ta participation. Je sais que tu n'aimes pas forcément parler de toi, mais on a pu quand même avancer sur des thèmes qui se sont très chers. Oui, je te casse pas la figure, c'est bon. Merci. On reste amis.